Couple et argent, ce que la loi ne protège pas et comment t'en sortir. Es-tu en couple, marié, pacsé ou en concubinage? Si c'est ton cas, eh bien voici ce que tu dois savoir. Déjà, la loi encadre certaines choses, mais elle laisse également beaucoup de choses dans l'ombre. Parce que le législateur te fait confiance et ne veut pas mettre son nez partout. Mais du coup, ce que tu crois protéger ou être protégé ne l'est peut-être pas du tout. Aujourd'hui, on va voir ce que la loi prévoit pour chaque type d'union, ce qu'elle ne prévoit absolument pas, et ce que tu dois impérativement anticiper pour éviter les injustices, en fonction du statut que tu as choisi. Ça évitera les pertes financières et les litiges. Et là, je te parle d'argent comme je l'ai annoncé au début. Parce que c'est pas au moment où ton couple explose que c'est le moment de découvrir que tu n'as absolument aucun droit sur ce que tu as construit, payé, rénové ensemble. Alors bienvenue dans ta minute juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, droit pénal et droit civil. Aujourd'hui, on fait le focus sur le droit civil et plus particulièrement sur le couple et l'argent. Je viens de t'annoncer le plan, donc c'est parti, on y va. Première partie, on va regarder ce que la loi prévoit. Et on va commencer par le mariage. Le régime par défaut, c'est celui de la communauté réduite aux acquis. C'est-à-dire que tous les biens et les revenus qui ont été acquis pendant le mariage, ils appartiennent à la communauté. C'est-à-dire qu'ils sont communs. Et ce, même si tes revenus, tu es le seul à pourvoir au couple, tes actions, elles sont juste à ton nom, sache que c'est à la communauté et c'est commun. Idem pour les dettes, elles sont communes, à moins qu'elles soient absolument pas déraisonnables ou qu'elles soient personnelles. Maintenant, tu as aussi des possibilités de contrats alternatifs si tu es passé devant chez le notaire. Séparation des biens, dans ce cas-là, chacun reste propriétaire de ses biens, de ce qu'il a acquis, mais également de ses revenus, ce qui ne l'empêche absolument pas de contribuer aux charges du ménage et d'être solidaire à la dette. On a aussi le régime de la participation aux acquis. Du coup, chacun gère son patrimoine et à la fin, on fait les comptes, on regarde la plus-value et on divise par deux. Et enfin, tu as le régime de la communauté universelle. Et là, tu as tout mis dans le même panier, que ce soit ce que tu as acquis ou ce que tu as obtenu avant le mariage ou pendant le mariage. En général, il y a une clause d'attribution intégrale, ça veut dire qu'en gros, si un des époux décède, le survivant garde tout et on fait les comptes à la fin pour les héritiers. Du coup, ils ne touchent leur part que lors du décès des deux époux. Bon, tu te doutes que pour cette figure-là, quand il y a une famille recomposée, on y réfléchit bien. Pour la contribution aux charges du ménage, dans tous les cas, tu y es tenu parce que tu as choisi de te marier indépendamment du régime matrimonial et ça, c'est proportionné à hauteur de tes ressources. C'est-à-dire que tu ne pourras pas récupérer tes dépenses normales même si tu es sous le régime de la séparation des biens. Tout simplement parce que tu as quand même choisi de te marier. 5 octobre 2016, la première chambre civile rappelle ce principe fondamental. Qui dit mariage dit aussi possibilité d'une prestation compensatoire. C'est un des corollaires du devoir de secours qui fait partie des obligations du mariage et ça s'applique même, ce devoir il s'applique même après le mariage en cas de divorce. Cette prestation compensatoire, elle vise à rétablir un certain équilibre, ou plutôt déséquilibre, entre les époux, dès lors que ce déséquilibre est avéré. Pour pouvoir y souscrire ou l'obtenir, ça passe devant un juge qui va évaluer si tu réponds ou pas aux critères de cette prestation compensatoire. Bien entendu, si tu la demandes, parce que si tu la demandes pas, la question ne se posera pas. Notamment, le juge va regarder la durée du mariage, l'âge, la santé, la carrière des époux, mais également les sacrifices qui ont été consentis. Toujours côté mariage, le logement familial est protégé. C'est-à-dire que même si un seul est propriétaire, il ne peut pas vendre son bien, donc c'est-à-dire le logement familial, sans l'accord de son conjoint. S'il y a une succession sans enfant, comment ça se passe ? Le conjoint survivant hérite de tout, sauf s'il y a des parents ou des frères et sœurs survivants. Maintenant, on va parler du PACS et de ce que la loi prévoit. Le régime par défaut, c'est celui de la séparation des biens. Donc là, on est sur le contraire du mariage. Bien entendu, tu peux choisir un régime d'indivision, mais dans ce cas-là, il faut le prévoir expressément. Chacun est responsable de ses dettes, sauf si bien sûr ce sont des dettes qui sont communes. C'est-à-dire pour les dépenses courantes, le loyer, les factures d'électricité, alimentaire, etc. La fiscalité, elle est avantageuse, avec une déclaration commune dès le premier jour, et une exonération des droits de succession. S'il y a un testament. En revanche, on n'a pas de prestation compensatoire ici. Et il n'y a non plus aucune règle automatique en ce qui concerne le quotidien, ni sur les biens. Niveau concubinage, est ce que la loi prévoit toujours. Alors, on n'a aucun cadre légal patrimonial, aucun devoir mutuel, aucun droit à compensation même après 20 ans de couple. Bref, chacun garde ce qui est à son nom, c'est la liberté. Il n'y a aucun droit au logement, aux biens, à l'héritage, sauf s'il y a une clause ou un testament.
En cas de décès, on a quand même une clause qui est possible qui s'appelle la clause de tontine. Ça permet au conjoint de devenir, au concubin de devenir directement propriétaire au décès de son concubin. C'est très utile, mais fiscalement, c'est particulièrement lourd parce que ça prend quand même 60% de droits qu'il faut quand même payer. Ceci étant précisé, maintenant on va voir ce que la loi ne prévoit pas. Déjà, la gestion de l'argent au quotidien. Il n'y a absolument aucune règle légale sur qui paie quoi. Il n'y a aucun remboursement automatique, même s'il y en a un qui paye tout. Et même dans le cas du mariage, eh bien écoutez, pour le coup, la contribution aux charges du ménage, ça couvre uniquement les dépenses courantes, mais pas les investissements. Ça veut dire qu'en cas de séparation, si tu n'as rien prévu, peu importe le cas que tu as choisi, tu ne récupéreras rien. Maintenant, on va aller regarder le cas des achats immobiliers à deux, toujours dans ce cadre de la deuxième partie, c'est-à-dire ce que la loi ne prévoit pas. Déjà, si tu achètes un bien à deux et que tu n'as absolument rien précisé, il est présumé que chacun a mis 50% et donc est propriétaire à hauteur de 50%. Et même si à ce moment-là, il n'y en a qu'un seul qui paye. Bien sûr, tu peux contester si c'est toi qui as tout payé. Dans ce cas-là, tu as intérêt de te couvrir parce qu'il va falloir des preuves, une convention écrite, une clause de remploi, une reconnaissance de dette, ou tu as une possibilité d'action sur le cadre de l'enrichissement sans cause. Mais ça reste quand même assez difficile à prouver et c'est seulement si tu n'as eu aucune possibilité d'autre recours. Le virement bancaire, il va pas être suffisant à ce stade. Il va falloir une preuve très claire d'une intention commune de répartition inégale. Bref, il va falloir que tu démontres que vous avez choisi ensemble qu'il y ait une répartition inégale. Maintenant, comment ça se passe si tu as pris un crédit immobilier alors que l'achat, c'était pour l'achat d'un bien à deux? Par exemple, si monsieur prend seul le crédit, mais que le bien, il est au nom des deux. S'il n'y a pas de clause claire, il ne pourra jamais récupérer sa part, donc ce sera pour sa pomme. Dans ce cas, il a tout intérêt à faire une clause de remploi, une convention écrite, ou si c'est dans le cadre d'une SCI, de faire un pacte d'associés. Maintenant, quid des meubles meublants? Bref, de ton canapé, de ta table, de ton armoire. Si vous les avez achetés sans preuve, ou si toi tu les as achetés sans preuve, c'est un meuble qu'on va considérer comme indivis. Dans ce cas-là, il va falloir que tu gardes les preuves, donc c'est-à-dire les factures, et qu'elles soient bien entendu nominatives, donc à ton nom, ou que tu aies prévu une clause qui est bien claire à cet effet. Si vous êtes dans le cadre d'une rupture, soit vous êtes d'accord, et dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté, soit c'est le juge qui tranche. Et qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder les preuves. Maintenant, on va parler de recel de communauté ou recel successoral très très brièvement, parce que ça existe. Parce que cacher volontairement un bien, détourner de l'argent, ça peut être qualifié de recel. Ça implique une perte de droit et c'est susceptible de condamnation. J'utilise le conditionnel parce qu'il y a bien sûr des conditions à remplir. Maintenant, on va regarder le cas de dette en cas de rupture. Alors, le mariage, on a dit que les dettes communes, c'est pour les deux, indépendamment du régime matrimonial, à moins que ce soit personnel ou disproportionné. Donc ça, c'est prévu par la loi. Pour le Pacs, c'est chacun ses dettes, à moins que ce soit la vie courante. Que ça touche à la vie courante. Et pour le concubinage, c'est chacun pour soi, à moins que vous ayez souscrit tous les deux sur le même contrat. Donc soit vous vous êtes mis d'accord ensemble, soit sur le contrat vous l'avez signé à deux, et donc dans ce cas-là, vous êtes solidaires à la dette. Et que se passe-t-il en ce qui concerne les enfants et le logement? Les enfants, ils ne créent aucun droit patrimonial, mais, il faut quand même savoir que le juge peut attribuer un usage temporaire du logement au parent qui est estimé gardien. Et ce, même si le bien appartient à l'autre conjoint. Par exemple, tu es le papa, c'est toi le propriétaire du bien. Ce bien, c'était le logement qui était familial, dans lequel l'enfant a ses repères. La gardienne désignée par le juge, c'est la maman. Le juge peut te dire, écoute, c'est maman qui va garder ton appartement à toi, elle va te payer un loyer ou une indemnité d'occupation, bref. Et toi, tu vas aller faire un petit tour dehors en attendant. Ce n'est pas pour autant une acquisition de propriété. Et il n'y a pas forcément de compensation financière automatique. Ce sera à l'appréciation du juge. En ce qui concerne les logements en location, pour le mariage et le Pacs, le bail peut être transféré automatiquement au partenaire survivant, bien sûr en cas de décès, si ce bien était la résidence principale. Bon, pour le Pacs, il faut quand même être resté pendant minimum 2 ans dans ce bien. Pour le concubinage, en revanche, il n'y a aucun transfert automatique. Soit à l'accord du bailleur, soit à l'accord du juge. Sinon, c'est dehors. Et si tu vis gratuitement chez l'autre, ça ne te donne absolument aucun droit. Tu peux être expulsé sans préavis ni même compensation.
Et côté fiscalité, qu'est-ce que ça donne? Mariage et Pacs égale imposition commune. Et exonération de succession, mais seulement s'il y a un testament dans le cadre du Pacs. Concubinage égale imposition séparée, donc déclaration séparée. Et droit de succession à hauteur de 60% sans abattement. Bon, maintenant que tu sais ça, la question ça va être comment tu fais pour te protéger. Parce que se protéger, c'est d'abord de l'amour-propre. C'est du respect envers toi-même, donc de l'estime de toi. Et te respecter, c'est également respecter ton conjoint, tout simplement, ton partenaire. Déjà, tu as des outils juridiques qui sont essentiels. La reconnaissance de dette, la convention de concubinage ou pacte de vie commune, la clause d'indemnité d'occupation, la clause d'attribution intégrale, la clause d'indivision avec quote-part réelle, la clause de remploi et la clause de tontine. Ces clauses, elles doivent être signées et équilibrées. Elles doivent aussi être précises, sinon elles sont écartées par le juge. Bref, fais-toi accompagner d'un professionnel. Je t'en parle un peu dans cette vidéo et tu peux aussi en prendre connaissance dans d'autres vidéos. Si tu as des questions, eh bien écoute, je t'invite à les poser à un professionnel dont je fais partie. Dans ce cas-là, tu prends rendez-vous et on fait une consultation. Bon, il y a quand même des trucs à savoir pour les entrepreneurs. Parce que si tu finances ton entreprise, ton activité via le compte commun, sans clause bien claire, eh ben tu risques d'avoir une confusion des patrimoines. Et en cas de rupture, eh ben tu n'auras aucune compensation et aucun recours. Tes créanciers, ils peuvent se retourner et aller piocher dans le patrimoine du couple. Et puis en plus, ça devient tout de suite compliqué pour savoir qu'est-ce que tu as déclaré. Donc en cas de contrôle, c'est le gros bazar. Maintenant, il y a quand même des choses que tu peux faire même sans avocat et même sans notaire. Déjà, de garder toutes les preuves de paiement. Les virements, les factures. Rédiger une convention simple signée à deux. Je t'invite quand même à te renseigner pour être bien sûr qu'elle soit régulière et opposable à ton co-contractant. Consulter un notaire même hors mariage. Ne pas signer d'acte notarié sans être informé, très clairement. Et te poser les bonnes questions pour éviter tout drame et toute incompréhension. Bref, la loi, elle te donne une boîte. Mais cette boîte, elle est vide. Et c'est à toi d'y mettre les règles, en respectant le cadre de la boîte. L'amour, ça ne suffit pas. La confiance, non plus. Et la clarté, c'est primordial. Prévoir un contrat ou une clause, ce n'est pas de la trahison. C'est pas un manque de confiance, c'est pas un manque d'amour. C'est de la conscience, c'est de la lucidité, c'est de la clarté, c'est du respect pour toi et de l'amour propre, mais également pour ton partenaire. C'est de la co-construction et de la co-décision. Et la vulnérabilité financière, eh ben c'est pas une preuve d'amour. Et c'est souvent une porte ouverte à l'injustice et au conflit. Et en ce qui me concerne, prévoir, c'est aimer. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors s'il te plaît, stop aux idées reçues. C'est pas parce que ça fait 15 ans que t'es avec quelqu'un que t'as des droits. C'est faux. C'est pas parce que ton nom est sur le bail que t'es forcément chez toi. Oui, s'il y a des choses qui sont écrites dans un mail, eh bien c'est clair et que c'est clair et que c'est prouvé, eh bien c'est valable. Ça fait partie d'un faisceau d'indices et c'est un commencement de preuve par écrit. Et croire que l'amour suffit et que tout ça on n'en a pas besoin, eh ben c'est une idée reçue. Alors je vais te proposer une checklist de prévention. Ai-je un écrit qui prouve ma contribution? Ai-je prévu ce qui se passe si on se sépare? Mon apport personnel est-il protégé? Puis-je récupérer ce que j'ai payé? Est-ce que je me repose sur l'amour ou sur des règles claires? Bref, comment est-ce que je fonctionne avec mon partenaire? Est-ce qu'on est bien d'accord, on est sur la même longueur d'onde? Et est-ce que tout ça est bien clarifié? Est-ce que le mot que j'emploie, il a la même définition que moi? En conclusion, je te dirais que l'amour, c'est primordial et ça ne suffit pas. Le contrat et prévoir, c'est primordial. Indispensable pour ta protection. Ce que tu ne protèges pas aujourd'hui, tu risques de le perdre demain. Et la loi ne fait pas tout, la clarté c'est toi qui l'as construit. Alors si tu veux un accompagnement personnalisé, que tu as des questions, eh bien je vais t'inviter à prendre rendez-vous. Que ce soit avec moi, avec un autre avocat qui te parle davantage, ou un notaire. Parce que cette vidéo n'est pas une consultation personnalisée, et que le conseil c'est de l'expertise. Eh bien, renseigne-toi. Passe à l'action. Et en ce qui me concerne, va sur mon lien Calendly. Tu prends rendez-vous, que ce soit pour un appel diagnostic ou une consultation. Comme ça, on prend ensemble un temps qui va être dédié pour analyser ta situation et voir ce qu'on peut faire. Tu peux aussi aller sur mon site internet www.verne-avocat.fr. Comme ça, tu pourras voir mes conditions d'intervention, mes honoraires, bref, te renseigner sur moi, voir si ça te parle, découvrir les actualités, plein d'autres points de droit, qu'ils soient écrits ou d'autres vidéos. Et d'ailleurs, en parlant de vidéo, si elle t'a été utile, je vais t'inviter à la commenter, à la liker, à la partager. En signe tout simplement de soutien. Et sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très vite et au plaisir de pouvoir discuter ou te conseiller. Au revoir.